OK, mais merci de venir à cette présentation Alcon. C'est vraiment incroyable, hein, d'accueillir si chaleureux. Écoute, on a lu ce papier-là en Journal Club, puis moi et Carla, on s'est dit c'est incroyable, il faudrait qu'il vienne présenter ça. Je veux lui parler, je veux qu'il vienne présenter ça, c'est super intéressant. Donc, on lui a écrit, puis gentiment accepté de venir nous présenter ça, puis je crois que ça intéresse vraiment tout le monde, même si ce n'est pas exactement le sujet d'étude. Donc, je suis vraiment content qu'il soit venu. Carla va faire la biographie du professeur Gravel. Oui, on va introduire le professeur Simon. Et lui, il a obtenu son bac et sa maîtrise en mathématiques et en physique à l'Université de Montréal. Après ça, son doctorat en physique à l'Université Cornell en 2009. Et après, il a fait 3 postdocs en différents instituts à l'université sur la physique, aussi la physique théorique à Santa Barbara. Et il a commencé à s'intéresser pour la génétique à l'Université de Stanford parce qu'il a travaillé là sur le département de génétique. Après, il s'est joint comme professeur au département de génétique humaine de McGill au Centre d'innovation génomique en 2013. Et depuis là, il a commencé à toute une série de recherches et de lignes vraiment diversifiées et intéressantes. Il s'intéresse surtout sur la biologie et l'évolution. Il fait ça grâce à l'analyse créative des données biologiques à haut débit, mais aussi historiques. On va voir un peu un exemple aujourd'hui. Et aussi, on trouve parmi ces sujets d'autres études qui sont exhaustives sur la population humaine et la génétique des populations. Et par exemple, il vient de sortir un excellent paper sur les origines de l'évolution humaine en Afrique. Alors, on a aujourd'hui la possibilité d'assister à la présentation de Jean David Ali de ce sujet, pour moi, le plus intéressant et je dirais curieuse. On est vraiment chercheuse. Et il a été même sujet de plusieurs publications sur les médias. Alors, c'est un sujet chaud. On est vraiment content de t'avoir et j'espère que vous avez apprécié beaucoup la présentation. Et la parole. Merci beaucoup. Et tout le monde m'entend aussi dans la salle, j'imagine, et sur Zoom aussi. Donc, je vais commencer à parler s'il n'y a pas d'objection. Bonjour tout le monde. Oui, donc, j'étais un physicien dans un lointain passé. Maintenant, je suis un généticien des populations, donc j'essaie de comprendre la diversité génétique. Pourquoi on est tous semblables pour certains caractères et on est différents pour d'autres. Puis qu'est-ce que ça peut nous enseigner sur l'évolution, en particulier les humains. Aujourd'hui, on va parler, comme le titre l'indique, de l'évolution au Québec et du rôle de la géographie dans l'apparition de la diversité génétique au Québec. Avant de commencer à parler de science, je vais juste mettre mes remerciements parce que des fois, j'ai trop de slides, j'ai trop de matériel. Les héros de l'histoire, Luke Anderson Truckmay, qui a mené l'étude dont je vais parler principalement aujourd'hui. C'est une étude avec beaucoup de sujets variés, de sources de données variées. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, c'est vraiment un héros ici. Dominic Nelson a écrit beaucoup du code qu'on a utilisé. Je vais mentionner aussi, évidemment, les participants qui ont contribué leur génome, en particulier à la cohorte Carthagène et à la cohorte Génison, sans qui on n'aurait pas pu faire cette étude. Et le fichier de données généalogiques Balzac, dont je vais reparler dans un instant. La plupart du matériel dont je vais parler aujourd'hui se retrouve dans une publication, la première publication en français que j'ai écrit depuis très longtemps. Donc, c'est disponible gratuitement sur mon site web. Si vous voulez la version en anglais, elle est disponible là, dans Science de cet été aussi, mais il faut un abonnement. Mais les deux sont disponibles. Donc, dans mon travail en général, grande échelle, je veux comprendre le rôle des migrations humaines, en particulier sur la diversité génétique. Donc, pour mettre tout le monde au même niveau, les humains modernes sont apparus en Afrique il y a entre 100 et 200 000 ans, grosso modo. Et ensuite, on pris de l'expansion et on finit par occuper l'ensemble des continents, sauf l'Antarctique. Et cette expansion-là s'est produite, la sortie d'Afrique s'est produite autour de 60 000 ans, 70 000 ans, c'est un peu débattu. Et ensuite, on a occupé les différents territoires. Comment on sait ça? Il y a plusieurs lignes de preuves. D'un côté, il y a des fossiles. On a des restes humains en Afrique, à une période où on ne trouve pas ailleurs. Donc, c'est une sorte de preuve, une sorte d'évidence.
On a des restes, des artefacts, des outils, etc. Même chose, il y en a plus en Afrique qu'ailleurs. Mais on trouve aussi des outils hors d'Afrique il y a 200 000 ans, par exemple, qui ont été façonnés par l'homme de Néandertal. Et donc, jusqu'à l'avènement de la donnée génétique, il y avait encore différentes hypothèses qui cohabitaient sur les origines humaines. Est-ce que tous les premiers humains étaient arrivés en Afrique ou est-ce qu'il y avait eu une espèce de multirégionalisme où les humains étaient apparus dans différentes régions du monde? Et la génétique ici est vraiment venue mettre le dernier clou dans le cercueil des théories alternatives en montrant que quand on prend les humains de l'ensemble du monde, on semble avoir des ancêtres communs assez récents. Donc, il y a moins que 200 000 ans. Et donc, ce qui vient confirmer l'hypothèse hors d'Afrique pour les origines humaines. Très bien. Maintenant, la plupart des généticiens et des anthropologues acceptent cette hypothèse-là. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe en Afrique, c'est pas du tout clair qu'est-ce qui s'est passé. Et inquiétez-vous pas, je ne me suis pas trompé de présentation. Je vais revenir au Québec dans un instant. Est-ce que les humains modernes sont apparus en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord? On ne le sait pas. C'est très compliqué. Même scénario ici, on a des fossiles humains de différentes régions d'Afrique. On a des artefacts humains de différentes régions d'Afrique. Et là, les anthropologues peuvent se discuter depuis des décennies sur où sont apparus les êtres humains modernes. Donc ici aussi, même question, est-ce que la génétique peut nous aider à apporter des réponses à ces questions-là? D'où viennent les humains modernes? On avait une publication, comme ça a été mentionné, cet été sur ce sujet-là, mais j'ai mentionné une autre qui est plus récente, qui est apparue cet automne, une étude dans Science aussi, qui a suggéré que, bon, il y a 900 000 ans, l'humanité a frôlé l'extinction. Donc, les patrons de diversité génétique chez les humains seraient cohérents avec une quasi-extinction de la population qui aurait vraiment façonné nos génomes et qu'on peut mesurer là, les échos de cette quasi-extinction aujourd'hui. Donc, publication de haut profil. Il y a des publications comme ça presque chaque mois dans des grands journaux prestigieux. Cet article-là en particulier est intéressant. Il y a eu beaucoup de réactions intenses de la communauté scientifique. Là, je ne vais pas citer la collègue en question qui a fait ce commentaire-là, mais qui l'a fait aux journaux publiquement. Donc, ce n'est pas si confidentiel que ça. Mais donc, il y a quand même beaucoup de disputes entre les anthropologues et les généticiens, et entre les généticiens sur comment interpréter ces données. Pourquoi? Et j'aime bien l'article de Lounes Chiki qui avait illustré ça. Et c'est très simple, en fait. L'histoire de l'humanité, la démographie humaine est très compliquée. Il y a eu beaucoup de migrations, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les génomes d'individus contemporains, principalement. On a quelques génomes anciens, mais principalement, on prend des individus d'aujourd'hui qu'on peut attribuer à différentes populations ou lieux géographiques. Et on essaie d'apprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'histoire des migrations et des divisions de population en reculant dans le temps. Et on imagine bien que l'histoire va peut-être ressembler à quelque chose comme ça. Donc, il y a des populations qui apparaissent, qui disparaissent, qui changent de taille, etc. Mais, bon, dans l'Institut de biologie des systèmes, les gens vont savoir que si on essaie d'apprendre un modèle comme ça avec 5000 paramètres, ça va être difficile. Donc, en pratique, ce que les généticiens font, c'est qu'ils vont prendre des modèles très simplifiés, comme celui-ci, où on va imaginer que chaque population est issue d'un certain nombre d'embranchements de populations dans le passé qui nous permettent de remonter jusqu'à une seule population ancestrale. On s'entend tous que ça, c'est un modèle qui est ridicule, à un certain niveau, qui est sursimplifié. Et là où les disputes vont survenir, c'est quand on essaie d'identifier, cet embranchement-ci correspond à tel événement historique, parce que si notre modèle ne correspond pas à la réalité, les paramètres, on ne peut pas vraiment les interpréter. Okay. Donc, en quoi ça concerne le Québec? Ce qui est particulier au Québec, c'est qu'on a une histoire d'un côté particulière où on a eu ce qu'on appelle un effet fondateur. En fait, il y a eu plusieurs effets fondateurs au Québec. Il y a eu les Premières Nations, les Inuits qui sont venus, il y a eu un nombre relativement restreint d'individus qui sont venus et qui ont occupé le territoire. Et si on parle de la population d'ascendance française, évidemment, avec la Nouvelle-France, il y a eu des individus qui sont venus de France et qui ont eu beaucoup d'enfants. Donc, en génétique, les populations, quand on parle d'un effet fondateur, c'est seulement pour référer au fait que certains individus ont amené avec eux des mutations, ils ont eu beaucoup d'enfants, et ces mutations-là ont pu augmenter en fréquence dans la population, plus que ce qui serait passé s'ils étaient restés à la maison en France, par exemple.
où il aurait été en équilibre là, avec d'autres mutations présentes dans la population d'origine. Donc, on a ça, on a cet effet fondateur-là qui a été beaucoup utilisé pour découvrir des mutations responsables de maladies présentes au Québec. On a aussi disponible, et ça, ce qui est particulièrement unique, des fichiers généalogiques pour la population. Je vais en reparler un petit peu. Mais on a vraiment une excellente documentation de l'histoire de la population. Et donc, la question maintenant, c'est est-ce qu'on peut prendre ces fichiers, ces données historiques-là et valider nos modèles mathématiques sur lesquels on se base pour essayer de comprendre l'histoire de l'humanité? Puis, oui, excellent, on peut continuer à interroger l'histoire profonde de notre espèce. Sinon, il y a peut-être de la biologie intéressante à découvrir. Donc, c'est ça la motivation à l'échelle internationale de cette étude-là. Sinon, on peut étudier les populations du Québec parce que c'est intéressant et c'est une population qui est ici. Le Canada, le Québec. On va se pencher évidemment sur la région plus au sud du Québec où la majorité de la population d'ascendance française est située. Je ne vous ferai pas nécessairement tout le détail là, de la discussion de la géographie, mais bon, on a la vallée du Saint-Laurent, hein, on a des terres relativement fertiles ici, pour plusieurs raisons. Il y a le massif de Charlevoix, Saguenay-Lac-Saint-Jean, etc. On va étudier cette région-ci et l'impact, comme je disais, de la géographie un peu. Avant de revenir à la géographie, l'histoire généalogique, on va se pencher sur les Franco-Québécois aujourd'hui. Parce que les données généalogiques sont beaucoup plus complètes, parce que les données généalogiques ont, dans une grande partie, été recueillies par l'Église catholique, par les fichiers paroissiaux, et donc les données sont plus complètes pour les Canadiens d'ascendance française que pour les Autochtones, par exemple. On a 8,6 millions de Québécois aujourd'hui, une majorité parle français comme langue maternelle, et une majorité des gens qui parlent le français comme langue maternelle retracent la plupart de leurs ancêtres à autour de 8500 colons, individus qui sont venus de France jusqu'au Québec. Et c'est une grande proportion des génomes des Franco-Québécois qui retracent à ces colons français-là. Donc, il y a beaucoup d'idées au Québec, il y a beaucoup de mythes fondateurs sur le métissage avec les Autochtones. Mais par contre, quand on regarde dans les génomes des individus et on essaie d'inférer les proportions d'origine autochtone, il y en a moins que les gens ont tendance à imaginer. Donc, c'est autour de 1% en moyenne. Donc, la grande majorité de l'ascendance vient des Franco-Québécois, vient de France et d'un petit nombre de fondateurs. Et j'utilise Franco-Québécois ici. Vous voyez que je trébuche des fois un petit peu là, sur le terme. Il y a plusieurs termes qu'on pourrait utiliser. Il n'y a pas un terme en français qui est comme accepté pour désigner les individus francophones, les individus au Québec d'ascendance française. Il y a québécois de souche qui était utilisé, mais qui a une connotation des fois un peu discutable. Fait que j'ai juste utilisé franco-québécois, donc québécois d'ascendance française, pour être clair sur les termes qu'on utilise. OK. À cause des fichiers généalogiques, leur valeur a été réalisée très tôt. Donc, la seule fois aussi dans ma carrière où je fais une citation du Bulletin du parler français au Canada de 1903, où ils ont commencé à regarder ces fichiers paroissiaux-là et à établir d'où en France venaient les fondateurs du Québec. Est-ce qu'ils venaient du Perche? Est-ce qu'ils venaient de la région parisienne, de Normandie, etc., etc. Ces études-là ont été continuées. On a des études jusqu'à, j'oublie, quand est-ce que ça a été publié, en 2015? Vous regardez les contributions, les hommes qui venaient au Québec venaient principalement du nord-ouest et de l'ouest de la France. Les femmes venaient plus de la région d'Île-de-France. Ceux qui connaissent un peu l'histoire du Québec, filles du roi, etc. Donc, il y a toutes sortes d'histoires intéressantes qui sont bien documentées. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît en gros. Suite à ces travaux-là de Stanislas Lortie, et dans les années 70, à l'inspiration de Gérard Bouchard, les gens ont commencé à numériser les fichiers. Donc, on peut prendre les fichiers qui avaient été écrits par des prêtres, complètement illisibles pour moi, et les retranscrire dans un fichier généalogique qui est à la fin très simple. On a, en gros, 5 millions d'individus qui ont un code. On ne connaît pas leur nom nécessairement pour différentes raisons de vie privée. On a un code pour un individu, on a le code de papa, le code de maman, puis d'autres informations comme la date de mariage, le sexe et le lieu de mariage, par exemple. Et ensuite, on peut évidemment lier toutes ces informations-là parce que si tu connais le papa ici, il va être quelque part aussi dans le fichier un peu plus loin, puis on a le papa du papa, le grand-papa, grand-maman, et on peut remonter la généalogie aussi loin qu'on veut.
là aussi bien qu'on veut, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de données, évidemment. C'est un fichier qui est unique. Il est aussi très facile, c'est facile d'y avoir accès. Donc, j'encourage que si les gens, ça les intéresse d'explorer ces questions-là, allez sur le site web de Balzac, faites une demande d'accès, sont très disponibles. Bon, c'est notre jeu de données numéro 1. Le jeu de données numéro 2, comme j'ai mentionné, c'est les données génétiques d'individus d'aujourd'hui. À l'époque, on a fait le projet, on avait 20 000 individus pour qui on avait du criblage génétique à l'échelle du génome, donc autour de 500 000 marqueurs, des cohortes Carthagène et Génison. Bon, la plupart des gens ici, je crois, ont une idée de c'est quoi les données génétiques, mais on peut y penser comme étant une matrice 500 000 rangées. Chaque rangée correspond à une mutation, un variant génétique. Et on a 20 000 colonnes, et chaque colonne est un individu. Et pour chaque individu, chaque variant, on a combien de versions de chaque variant l'individu porte. C'est nos données. Et pour un sous-ensemble de ces individus-là, on avait un lien entre les individus et la généalogie. Donc, on savait où se trouvaient les individus dans le fichier généalogique, ce qui est qu'on avait qui était unique. On essaie d'analyser les deux choses ensemble. OK, donc en génétique de population, la première chose qu'on fait toujours, c'est une analyse par composante principale. On prend notre matrice de génotype et on essaie de voir c'est quoi les axes de variation principaux. Est-ce qu'il y a de la structure dans la population? Et ce qu'on trouve, première observation, la première composante principale qui capture le plus de variations, capture en gros les gens qui venaient du Saguenay-Lac-Saint-Jean versus le reste de la population du Québec. On n'est pas les premiers à trouver ça. Marie-Hélène Roy-Gagnon avait trouvé la même chose en 2011. Et maintenant, comme on a beaucoup d'individus, on arrive à identifier beaucoup de composants de variation. Donc, on peut regarder la composante principale 7, 8, 9, 10 et on a de la structure. On a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de structure dans la population. Ce n'est pas une population homogène. On s'y serait attendu. Une autre méthode que nous, on utilise souvent pour visualiser la variation génétique, ça s'appelle UMAP. C'est, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un peu la même idée. On va prendre chaque individu, on peut y penser comme un point dans une haute dimension, l'espace génétique. Puis on va essayer de mettre nos individus sur une carte en 2 dimensions, de sorte que 2 individus qui sont génétiquement proches vont aussi être proches sur la figure en 2 dimensions. Et ce n'est pas possible de respecter toutes les distances quand on aplatit un jeu de données de 500 000 dimensions à 2 dimensions, mais ça nous permet de visualiser un petit peu ce qui se passe, puis est-ce qu'il y a de la structure encore dans nos données. Et ce qu'on voit, ben oui, c'est qu'il y a beaucoup de structure. Ce n'est pas un gros blob amorphe de points. Il y a plein de petits sous-groupes d'individus qui ont des espèces de pointes qui vont, on va étudier. On va essayer de comprendre d'où vient cette diversité génétique-là. Ah, je n'ai pas mentionné la couleur, mais la couleur ici sur le graphe, c'est un peu la même idée. On a un code de couleur qui est choisi de sorte que 2 individus qui sont proches génétiquement dans l'espace génétique en haute dimension vont avoir une couleur semblable. Si vous avez des questions sur techniquement comment on fait ça, je peux y répondre, mais c'est juste pour aider à visualiser même couleur, individus semblables génétiquement. OK, donc ça c'est très bien. Il y a la diversité génétique. Là, ça devient plus intéressant, c'est quand on superpose ces points-là sur la carte du Québec. Et là, on arrive à voir, chaque point est encore un individu qui est positionné au lieu de mariage de ses parents. Et ce qu'on voit, bien évidemment, on a des patterns de couleurs géographiques. Donc, on va avoir les gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean en vert principalement, avec une petite exception ici en mauve, dont je peux parler éventuellement si j'ai le temps. Le Bas-Saint-Laurent, la Beauce, etc. Donc, on a différentes régions qui vont... les individus qui habitent ces régions-là ont tendance à être plus semblables les uns aux autres. Donc, ça, ce que ça nous indique, évidemment, c'est qu'il y a les gens sont plus apparentés aux gens qui habitent près les uns des autres. Et aussi qu'il y a ce qu'on appelle un effet fondateur. Il y a des effets fondateurs régionaux. Hein? Donc, on parle souvent de l'effet fondateur au Québec où les gens sont venus de France jusqu'au Québec, mais on a aussi différents effets fondateurs dans différentes régions du Québec. On va étudier un peu plus à fond. OK. Donc, première question qu'on peut se poser, d'où vient cette diversité génétique? Hein? Il y a 2 hypothèses, il y a 2 scénarios qu'on peut imaginer pour revenir au modèle là, simplifié que j'avais présenté avant. On peut imaginer qu'on a différentes régions au Québec qui, quand il y a eu la ligne pointillée ici, pardon, ce serait l'arrivée des colons français.
Et on peut imaginer qu'il y a plein de gens qui sont venus peut-être de différentes régions de France, peut-être d'Angleterre, aussi des Autochtones qui sont venus, qui sont mélangés. Et ensuite, on a eu, les gens sont établis dans différentes régions du Québec. Il y a eu l'apparition de diversité génétique dans ces différentes régions-là. Donc, on a les effets fondateurs. L'autre scénario serait que il y a eu peut-être du mélange, mais il reste encore, il y a eu des contributions différenciées. Donc, peut-être qu'il y a eu plus de gens qui venaient du nord-ouest de la France qui sont établis dans Charlevoix et plus de gens du sud qui sont établis à Montréal. Et donc, à la fin, on aurait préservé cette structure ancestrale-là. Donc, première question, est-ce que la structure qu'on observe entre les régions est arrivée au Québec ou est-ce qu'elle date d'avant l'arrivée au Québec? Il y a une façon très facile de tester ça. Donc, les modèles deviennent un peu plus compliqués. Mais imaginons qu'on a différentes régions françaises ou européennes ou autres ici, et qu'on a ce scénario-là où la diversité génétique est apparue au Québec localement. Bon, c'est le premier scénario. Dans ce cas-ci, on s'attend à ce que la diversité génétique, les différences entre les régions, n'aient rien à voir avec les différences entre les régions françaises, par exemple. Par contre, dans un scénario comme celui-ci, où on a eu différentes régions françaises qui auraient contribué différentiellement à différentes régions du Québec, on s'attend à ce que la région du Québec qui va être plus proche de cette région française-là va être plus rouge ici, va être plus semblable à celle-ci. La région qui a eu plus de contributions de l'autre population va être plus semblable à celle-là. Et en gros, les différences entre ces régions-là vont ressembler aux différences entre ces régions-là. Il va y avoir une corrélation des différences. C'est un petit peu mélangeant, mais en gros, on a des très, très bons tests statistiques pour distinguer ce genre d'effet-là. Donc, on a pris des données françaises de différentes régions en France, des données d'Angleterre aussi pour voir les contributions anglaises. On a fait tous les tests qu'on pouvait imaginer et en gros, on n'a rien vu. On n'a trouvé aucune trace d'une préservation entre les régions du Québec, de la structure ancestrale en Europe. OK, donc si c'est le cas, ça suggérerait qu'on a ce modèle-ci, où la structure de la population est apparue au Québec. Si la structure est apparue au Québec, on devrait être capable de la capturer avec les données généalogiques, parce que nos données généalogiques remontent jusqu'ici. Et donc, c'est la deuxième étape de ce projet-là. Donc, on va utiliser les données généalogiques et voir si on est capable de reconstruire cette structure. Pardon. OK, donc en gros, on va utiliser ces données généalogiques-là. Donc, ça, c'est le logo du fichier Balzac, mais je l'utilise aussi pour représenter une généalogie ici, où on a un individu, puis on a tous ses ancêtres. Est-ce qu'on peut mettre toutes ces choses-là ensemble pour construire un modèle quantitatif qui va prédire la diversité génétique qu'on observe aujourd'hui au Québec? Oui, on peut. Et ça, c'était beaucoup de travail informatique qui a été mené par Dominique Nelson. Et l'idée, c'est conceptuellement simple. On prend les individus d'aujourd'hui pour lesquels on a des génomes et on va simuler leur génome. Et pour simuler leur génome, on va imaginer qu'on a deux individus ici. On connaît leur généalogie, donc on connaît leur maman et leur papa biologique. Et donc, pour simuler le génome de cet individu-ci, en remontant dans le temps, à cause du processus de recombinaison, ce génome-là, cette copie du génome-là, va être venue des deux copies du génome portées par la mère. Donc, vers l'avant, c'est la recombinaison. Vers l'arrière, je ne sais pas c'est quoi le terme, peu importe. Mais on va simuler vers l'arrière, un processus de coalescence où on remonte les lignées et à chaque génération, on brise les génomes et on remonte comme ça. On fait le même pour le deuxième enfant. Ici, on remonte la recombinaison et les segments de génome ont été hérités ici. Et parfois, on a des collisions. On a deux lignées qui sont héritées du même segment du génome parental. Ces collisions-là, on appelle ça des coalescences en génétique des populations. Et ça, c'est très intéressant pour les généticiens des populations. C'est quoi les patrons de coalescence? Donc, d'où viennent les ancêtres communs? Parce que c'est ça qui va expliquer, quand deux individus trouvent un ancêtre commun, ils vont partager des variants rares, potentiellement. Donc, ça va beaucoup nous intéresser de décrire ça. Mais conceptuellement, c'est très simple. Je pourrais décrire le schéma de simulation en quelques lignes sur un bout de papier, puis le donner à un programmeur pour dire va me programmer ça. Mais ce qui est évidemment difficile, c'est de le faire pour que ça puisse fonctionner sur le génome entier et sur des millions de personnes. Ça, c'est beaucoup de travail. Donc, je remercie beaucoup toute cette équipe.
On est capable de faire ça. Super. Et ça prend comme quelques heures pour remonter jusqu'au fondateur généalogique de la population, si je ne me trompe pas. Ça dépend du modèle qu'on utilise. Et conceptuellement, une autre façon de représenter ça, qui a un rôle la même idée, c'est que si tu veux simuler le génome d'un individu aujourd'hui, ce qu'on va représenter, c'est que chaque segment du génome suit une trajectoire différente de la généalogie jusqu'à ce qu'on ait un fondateur généalogique, donc une personne qui n'a pas d'ancêtre documenté. Puis on suit le génome, puis chaque section du génome a un ancêtre différent. Maintenant, si on veut simuler les génomes d'aujourd'hui, on ne peut pas juste s'arrêter aux fondateurs parce qu'on ne connaît pas les génomes des fondateurs. On aimerait ça, mais on ne les connaît pas. Donc, il faut continuer à simuler. Il faut continuer à comprendre les génomes des fondateurs. Et c'est là qu'on va revenir à nos modèles de l'histoire humaine, nos modèles simplifiés. Donc, il y a beaucoup de généticiens qui ont travaillé fort pour essayer de comprendre, par exemple, c'était quoi un modèle qui décrirait la diversité génétique en France, par exemple, ou en Europe. Ces modèles-là ne connaissent pas la généalogie spécifiquement. C'est juste des modèles démographiques qui vont prendre en compte les changements de taille de population, les embranchements, etc. Et donc, on a pris un modèle en particulier de l'histoire des êtres humains d'il y a 300 000 ans jusqu'à nos jours. Et ça, c'est un modèle out of Africa. Donc, on imaginait qu'on a les humains en Afrique ici. On a les ancêtres des Eurasiens qui sont sortis ici. On a les ancêtres des Européens. Il y aurait eu un autre goulot d'étranglement ici qui serait arrivé. Puis, il y a eu une expansion de la population avec l'agriculture. On a ça. Ça a été bien bien inféré. Ça a été inféré. On a les modèles généalogiques. Maintenant, comment on les met ensemble? En gros, avec du duct tape. Donc, on va juste simuler nos individus jusqu'au fondateur. On va imaginer que les fondateurs viennent de cette population-là. On va continuer à simuler dans ce modèle-ci. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on trouve. Mais ça nous permet de simuler les génomes des individus d'aujourd'hui. Okay. Donc, on a un modèle. Et le résultat qui était vraiment remarquable pour nous, c'est que on fait le même travail avec les données simulées qu'on faisait avec les vraies données. Donc, on fait une analyse par composante principale. Ça, c'est nos données réelles. Ça, c'est les données simulées ici. Alors, on voit ça, on était très contents. Donc, évidemment, on a passé un peu de temps comme non, Luc, tu as probablement fait une erreur, c'est le mauvais graphe. Ça va être le graphe avec les données. C'était le bon graphe, on a bien vérifié. On a une très, très bonne correspondance entre la position des individus le long des composantes principales dans les données réelles et dans les données simulées. Ça va jusqu'à PC8, par exemple, PC8. On a une assez bonne description. Il y a une PC qui ne marche pas, la PC6, qui est en gros ces individus-ci. C'est les mêmes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Si jamais vous voulez me poser une question par rapport à ça, vous pouvez à la fin de la présentation. Mais en gros, ça décrit vraiment bien la diversité génétique. Pour l'essentiel, la diversité génétique de la population est contenue dans la généalogie. Donc, cette idée que notre modèle A, avec une population qui ensuite a des embranchements et qui se différencie, semble être un très bon modèle pour la population. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est le fun. Je veux dire, on impressionne nos camarades. Mais ensuite, une des idées sur lesquelles on travaille, et aussi, il y a des gens ici qui travaillent sur ce sujet-là, c'est d'utiliser ce modèle-là pour identifier des mutations rares qui pourraient être responsables de maladies. Donc, on imagine ici qu'on a certains individus qui ont le gros orteil rouge, qui est une maladie très sévère qui affecte les Canadiens français. C'est pas vrai, c'est juste que c'est ce que je peux dessiner. On les séquence. Ensuite, on trouve que ces individus-là partagent une mutation qui est relativement rare et même vont partager peut-être un haplogroupe, donc une séquence de variants. Est-ce que ce patron-là est inhabituel? Ou est-ce qu'on pourrait s'y attendre par chance? On peut utiliser ces simulations-là pour prédire, étant donné la généalogie et ce qu'on connaît de l'histoire de la population, est-ce que ce patron d'apparentement-là on s'y attendrait dans le modèle, dans l'hypothèse nulle, où il n'y a pas d'association entre la variation génétique ici et la maladie. Et l'espoir, c'est d'avoir une meilleure puissance statistique pour identifier des variants responsables de maladies, versus une approche où on ne tiendrait pas compte de la généalogie. Parce que beaucoup des approches en GWAS vont essayer de prendre en compte l'apparentement des individus, mais ne vont pas avoir autant d'informations que ce qu'on a dans la généalogie. Mais aujourd'hui, je vais plus parler de l'aspect évolution.
Donc, je ne passerai pas trop les aspects maladie, puis aussi, on n'a pas beaucoup de résultats à montrer personnellement sur ce sujet-là. L'autre objectif qu'on peut faire, c'est étudier l'histoire des génomes. Donc, comment est arrivée la différenciation génétique dans les différentes régions. Et c'est là que Luke a vraiment travaillé fort sur la visualisation. Ce qu'on montre ici, c'est qu'on utilise les données généalogiques pour retracer les chemins que les génomes ont parcourus pour se rendre là où on les trouve aujourd'hui. Donc, si on prend un individu à Saint-Donat-de-Montcalm, par exemple, la majorité des génomes qui sont arrivés à Saint-Donat-de-Montcalm sont venus de Grande-Vallée. On est dans la Naudière, juste pour vous orienter. Montréal, Assomption, etc. Québec est ici. Québec, on peut toujours voir où est Québec parce qu'il y a plein de flèches qui arrivent de Québec. Donc, bon, ainsi de suite. Donc, on peut remonter l'histoire, Grande-Vallée, Rawdon, l'Assomption, etc. Et c'est assez typique où on voit que ces flèches-là vont vraiment suivre le cours des rivières. Dans ce cas-ci, on a la rivière l'Assomption. Et ben, on savait de l'histoire du Québec que les gens ils suivaient des cours d'eau pour différentes régions, moyens de transport, etc. Mais on voit ça quand même assez bien dans les données en retraçant les génomes à travers les généalogies. Je crois qu'on est ça à l'échelle du Québec. Donc, chaque petite région, on peut aller étudier leur histoire. On peut passer beaucoup de temps à plisser les yeux. J'ai un autre zoom ici sur près de Québec. C'est un peu plus compliqué. Mais bon, Québec est ici, avec toutes les flèches qui s'en vont. Juste attirer votre attention là, sur la région ici. Ça, c'est la rivière Chaudière ici, c'est la Beauce. Donc, on a l'immigration le long de la rivière Chaudière. Ça, c'est la rivière Etchemin, je pense, ici. Même chose. Donc, on a vraiment, partout à l'échelle du Québec, c'est un peu compliqué. Là. Il y a des flèches un peu dans toutes les directions, mais grosso modo, les choses s'en suivent le long des cours d'eau. Pour essayer de formaliser ça un peu, on a divisé le territoire en bassins versants grâce à des jeux de données qui existaient déjà. Donc, un bassin versant, c'est juste l'ensemble des endroits où, quand il pleut, l'eau se ramasse au même endroit. Okay? L'avantage de ça, c'est que ça a été bien documenté et ça nous permet de faire une tessellation de l'espace. Donc, chaque endroit peut être assigné à un bassin versant ou à une hiérarchie de bassins versants. Et si je regarde la même région ici, la rivière Chaudière, on a, ça suit en gros là, les crêtes des montagnes, etc. Mais quand on est dans la plaine, ça suit une ligne quelconque. Et ces bassins versants-là sont alignés, évidemment, avec les rivières, parce que les rivières coulent dans le fond. Donc, ça nous permet de faire des tests statistiques pour dire si on a une ville ou un village, est-ce que les gens dans ce village-là, à distance égale, est-ce qu'ils sont plus apparentés avec des gens à l'intérieur du bassin versant ou avec des gens à l'extérieur du bassin versant? Et ça nous permet de contrôler pour la distance et des facteurs comme ça. Et on peut faire ces mesures-là pour les taux de migration qui ont été observés historiquement, pour l'apparentement génétique et pour la mesure dont je parlais de collision, de coalescence. Est-ce que les individus trouvent des ancêtres communs? Ce n'est pas une surprise énorme, mais on trouve partout au Québec qu'il y a un enrichissement, que les gens sont plus à même de faire des migrations à l'intérieur des bassins versants, le long des rivières, que perpendiculairement aux rivières. C'est de l'ordre de 20 à 40 d'enrichissement. Même chose pour l'apparentement génétique. On prend les génomes des individus, sont plus proches parents des individus le long des rivières. Et même chose avec ces ancêtres communs. Ces deux choses-là devraient se ressembler pas mal. OK? Donc, il y a un rôle de la géographie. C'est cohérent avec ce qu'on savait de l'histoire génétique. Maintenant, on va essayer d'aller encore un peu plus en détail, puis aller comprendre les effets fondateurs individuels. Donc, comment ça se passe quand des individus se déplacent d'un endroit à l'autre. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les composantes principales. On a pris, par exemple, la composante 1, qui est déjà principalement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a mis une ligne ici. On a dit quelles régions sont enrichies parmi les individus qui sont dans cette partie-là de l'espace génétique. Et on définit des régions comme ça, qui seraient des régions fondatrices au Québec ou des régions où il y a des patrons génétiques particuliers. Ça nous fait définir 3 régions, donc qui sont définies purement à partir des données génétiques et des bassins versants, mais qui nous donnent en gros le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et la Beauce, qui correspondent grosso modo aux 3 premières composantes principales. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les individus dans ces régions-là et on va étudier où habitaient leurs ancêtres communs. Donc, où se sont passés là, ces effets fondateurs-là. On va commencer avec le Saguenay, qui est le plus connu.
Donc, ici, encore une fois, je prends 2 individus au Saguenay et la grosseur du point montre à quelle fréquence on trouve un ancêtre commun à cet endroit-là. Donc, la première observation qui est très particulière, c'est que c'est très rare, si on prend 2 individus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont un ancêtre commun au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment rare. Donc, c'est un peu contraire à un certain stéréotype de consanguinité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n'y a vraiment pas beaucoup de consanguinité au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y a des ancêtres communs qui viennent principalement de la région de Charlevoix. On n'était pas les premiers à identifier ça, c'est quand même assez connu historiquement. Mais je vais revenir à cette question, à cet effet-là, qui est assez intéressant. Mais on a vraiment eu un phénomène d'explosion où on a eu. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a été ouvert relativement récemment à la colonisation et la plupart des gens qui ont été s'établir au Saguenay-Lac-Saint-Jean venaient d'une assez petite région de Charlevoix. Donc, c'est pour ça qu'on a cet effet-là. Mais si on regarde le Bas-Saint-Laurent, c'est très différent, où on a des effets fondateurs tout le long du fleuve. Ici aussi, on pourrait s'y attendre. Il y avait des villages de pêche le long du fleuve et ensuite, il y a eu des migrations vers l'intérieur des terres. Donc, on a une espèce de ligne d'effets fondateurs, un chapelet d'effets fondateurs et ensuite, migration vers l'intérieur des terres le long des rivières. La Beauce, c'est encore différent. Donc, ici, en Beauce, on a plus ce qu'on appelle un modèle étoilé où on a les gens qui seraient partis de Québec, qui seraient allés s'installer à Saint-Joseph-de-Beauce et ensuite, fondation de villages un peu de proche en proche. On fonde des nouveaux villages quand bon, les terres deviennent moins disponibles ou on veut prendre on prend de l'expansion. Ce qui est intéressant, c'est que ces 3 modèles-là correspondent un petit peu à des modèles que les généticiens ont utilisés pour modéliser l'évolution humaine à grande échelle. Un modèle où les populations sont créées instantanément à partir d'une population versus des modèles où il y a un range expansion, une expansion du territoire comme linéaire versus un modèle étoilé, comme je disais, où on a une expansion, mais qui ne suit pas un patron là, géographique uniforme. Donc, c'est très amusant pour les généticiens des populations. Oui. Le lien entre la couleur et la grosseur du cercle. Pardon. La grosseur du cercle, c'est le nombre de coalescences qu'on observe dans cette région-là. Donc, c'est la force de l'effet fondateur dans cette région-là. Donc, par exemple, on trouve à Québec, dans les 3 cas, on trouve un effet fondateur. Donc, ça veut dire que si tu prends 2 individus en Beauce, par exemple, tu vas quand même trouver pas mal d'ancêtres communs à Québec aussi. Donc, la taille du point, c'est le nombre de coalescences. La couleur, c'est la date. Où se sont produits, c'est ça. Ce qui est vraiment cool avec ça, c'est qu'on arrive non seulement à disséquer l'effet fondateur au niveau des individus. On peut dire que M. Tremblay là, a contribué 9 de l'effet fondateur du Saguenay. C'est un chiffre comme ça, c'est probablement pas 9 là. Désolé, M. Tremblay. Mais, oui, mais donc, on voit que l'échelle est ici. Désolé, c'est beaucoup de choses à absorber. Là. Mais donc, en noir, c'est en gros 1700, avant 1700. Donc, l'effet fondateur, les ancêtres communs à Québec, c'est des ancêtres communs dans les premiers fondateurs, jusqu'à en jaune 1950. Donc, quand on trouve les ancêtres fondateurs dans les petits villages qui ont été créés plus récemment, bien, forcément, les ancêtres communs, ils datent d'il y a moins longtemps. Oui. Sur les données simulées ou les données réelles? Ça, c'est avec les données, c'est basé sur la généalogie. Donc, ce n'est pas des données réelles, c'est des données généalogiques. C'est nos prédictions de l'emplacement des ancêtres communs d'après la généalogie. Mais c'est un bon point. On va vouloir faire la même chose avec les données génétiques, mais je vais y revenir en fait. Je vais juste passer un peu plus de temps sur l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que juste une histoire amusante ici sur pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc, on a vraiment l'effet fondateur qui est arrivé, comme je disais, dans la région de Charlevoix. Bon, c'est pas si loin de Québec que ça, donc je ne sais pas à quel point les gens connaissent la géologie de Charlevoix ici. Mais ce qui s'est passé à Charlevoix il y a autour de 300 millions d'années, c'est qu'il y a eu un météorite qui a frappé ici, qui a créé cette dépression. Puis là, ici, il y a même une analyse un peu plus spécifique là, de comment quand il y a un météorite qui tombe, il y a un soulèvement au centre, un retour, si on veut. Et donc, il y a un semi-cercle d'espace fertile. Pourquoi c'est pertinent à la génétique des populations? Bien, évidemment, les gens
qui sont arrivés, qui ont été occupés le territoire de Charlevoix, les premiers. Ben, il y avait des terres fertiles, mais il y avait une combinaison de deux choses. Un, les terres n'étaient pas très étendues. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, donc ça a été rapidement occupé. Et ensuite, il était isolé parce qu'il y avait le massif de Charlevoix. Et donc, on a une population qui est soumise à une forte pression démographique, avec pas beaucoup de migration proportionnellement avec le reste du territoire. Et donc, on a un effet fondateur. Donc, on n'a pas beaucoup de diversité génétique et au fil du temps, une dérive génétique. Et donc, quand le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été ouvert à la colonisation, comme je disais, ben, il y avait beaucoup de pression démographique. Donc, les gens ont eu une très forte tendance à aller occuper le territoire. Et donc, c'est très intéressant de voir l'impact de l'astro, je sais pas quoi, des météorites, parce que c'est sur l'évolution des populations humaines. C'est vraiment parce qu'on a un point, si on veut, de terre arable. Si on avait eu une continuité de terre arable, comme dans le reste de la vallée du Saint-Laurent, on n'aurait probablement pas eu cet effet-là. Mais comme on a géographiquement juste une poche de terre fertile, ça a créé cet effet fondateur. Et ça, c'est la seule fois dans l'histoire de ma recherche où on a découvert ça. On a appris ça parce que Luke était en train de faire de la randonnée à Charlevoix et il a vu littéralement un panneau explicatif pour les touristes qui disait ici, il y avait c'est un lieu où il y avait eu un météorite qui a frappé ce territoire-là. Il a été faire des recherches, il a trouvé la publication en 1967 qui documentait ça. Puis là, on s'amuse à en parler depuis ce temps-là parce que c'est amusant. OK. Là, c'est correct. On peut aussi étudier dans chacune des régions qui étaient les individus qui ont contribué beaucoup de matériel génétique et dont les mutations vont être trouvées à plus haute fréquence. Une chose qu'on a vue et à laquelle on ne s'attendait pas, c'est que ce qu'on appelle les super fondateurs, donc les gens qui ont beaucoup contribué, un se trouve pour la plupart dans la région de Québec, ce qui n'est pas nécessairement étonnant parce que la plupart des gens s'étaient établis à Québec. Mais il y a pas du tout il y a très peu de chevauchement entre les individus qui sont les super fondateurs. Donc, je pense que je n'ai même pas mis le. Ah oui, ici, c'est bien. OK. Donc, le graphe est un peu compliqué, mais chaque colonne représente une des régions, donc le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et la Beauce. Et la couleur ici représente les contributions génétiques de ces super fondateurs-là. On a les 10 premiers fondateurs, les 10 gens qui ont contribué le plus de matériel génétique au Saguenay, au Bas-Saint-Laurent et en Beauce. Et il n'y a pas vraiment de chevauchement à ces gens-là. Donc, il y a eu des effets fondateurs distincts dans les trois régions. Et ce n'est pas les mêmes individus qui ont contribué. Donc, c'était un peu étonnant parce que souvent, les gens avaient tendance à penser au Québec, en fait, j'oublie le nom de super. J'ai l'impression que cette personne-là allait avoir contribué dans toutes les régions du Québec. Les premiers gens qui sont arrivés, les premiers colons qui sont arrivés au Québec ont contribué plus que ceux qui sont arrivés plus tard. Mais pour les effets fondateurs régionaux, c'est des gens qui ont vécu relativement récemment, qui sont trouvés à vraiment partir de Québec, aller s'établir dans les régions parmi les premiers et avoir beaucoup d'enfants. Donc, c'est OK. Une autre, je changeais un peu de vitesse. Une autre chose qu'on peut faire avec ce modèle-là, qui m'amuse aussi beaucoup, c'est qu'on peut simuler les données pour l'ensemble de la population du Québec. On a un modèle de simulation qui est très efficace. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a mis une ligne en 1960 dans les données qu'on avait et on a simulé tous les individus, parce qu'on a 1,4 million d'individus, on a simulé leur génome. C'est des génomes simulés, donc qui ne comportent pas d'informations identifiantes pour les individus. Et ces données-là, on est capable de les distribuer gratuitement et librement, donc vous pouvez les télécharger quand vous voulez. Pour ceux qui ne travaillent pas avec les humains, je ne sais pas si ça va avoir le même effet enthousiasmant que pour ceux qui travaillent sur les humains, mais quand on essaie de faire la modélisation génétique sur les humains, avoir accès à des données, des grands jeux de données, c'est compliqué. Hein, parce qu'il faut faire attention à préserver l'anonymité des participants, il faut gérer les demandes d'accès, il faut faire des demandes il y a beaucoup d'étapes. Et ici, à la fin, ce qu'on veut, c'est comprendre comment nos modèles de génétique de population fonctionnent. Passer 3 ans à faire une demande d'accès, c'est compliqué. Ces génomes-là sont disponibles gratuitement.
Et c'est des données avec une structure de population vraiment réaliste. Donc, les gens, on espère, vont continuer à les utiliser là, pour tester leur modèle puis affiner leur modèle pour comprendre l'évolution ancienne des êtres humains. Donc, dans le titre de ma présentation, je parlais du modèle québécois. Bon, c'est évidemment un peu une référence là, au modèle québécois en social-démocratie qui serait étudié partout dans le monde pour essayer de principe. Mais ici, on a un modèle génétique. On a une population qui a eu une histoire vraiment particulière. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont utilisé cet effet fondateur-là et ces données généalogiques pour étudier différents aspects de l'évolution humaine. Donc, par exemple, on a des articles sur l'avantage qu'on peut avoir à être sur le front de la colonisation, donc dans les paroisses les plus éloignées des centres, parce que tu as plus de terre. Des études sur la corrélation. Est-ce que des enfants qui viennent de grandes familles ont aussi beaucoup d'enfants, juste socialement? Puis c'est quoi les effets de ça sur la génétique de population? Même chose avec les migrations. Est-ce que si tes parents ont migré? Est-ce que toi, tu es plus à même de migrer? Donc, il y a beaucoup d'effets comme ça qui ne sont jamais tenus en compte par les généticiens qui étudient, par exemple, les origines humaines, qui sont pertinentes sur la modélisation. Et donc, ce qui est le fun, c'est que maintenant, on a un modèle qui englobe, en gros, tout ça, toute la réalité, la complexité, la démographie humaine. Juste pour vous montrer ici, ça, c'est une représentation du modèle où on a divisé le territoire du Québec en 60 paroisses et on suit l'histoire des génomes là, et des migrations. D'où viennent les génomes? Ça, c'est Montréal, ça, c'est Québec. Puis les génomes de Montréal viennent de Québec, etc. Et on peut suivre ça à échelle, évidemment, aussi fine qu'on veut. C'est un modèle très amusant. Il y a des limitations dans ce modèle-là, évidemment. Grosse limitation, c'est qu'on se limite aux Franco-Québécois pour l'instant. On n'inclut pas les Premières Nations, on n'inclut pas les immigrants récents. Je peux blâmer les données généalogiques qu'on n'a pas pour les autres populations, mais on essaie quand même de généraliser nos modèles pour inclure plus la diversité génétique présente au Québec. Je vous en reparlerai une autre fois si je reviens. On n'incorpore pas la sélection naturelle. Hein. On suppose que toute la transmission des parents aux enfants est neutre. Il n'y a pas d'allèle délétère ou bénéfique. C'est pas trop mal pour les humains d'habitude comme modèle de base, mais bon, c'est quelque chose qu'on pourrait vouloir améliorer. Mais c'est très difficile d'améliorer ça parce que le nombre d'enfants est fixé dans le modèle. Donc, on ne peut pas simuler, changer la démographie, changer le nombre d'enfants d'après les mutations. Donc, c'est un peu compliqué d'incorporer ça. C'est une difficulté. L'autre limitation, c'est que ce n'est pas un modèle d'inférence. Donc, je n'ai pas dit ce qui s'est passé avec les génomes des gens d'aujourd'hui, d'où ils viennent. J'ai juste dit on a simulé des génomes aujourd'hui, puis on trouve que, grosso modo, ça capture les patrons de diversité génétique, mais on voudrait idéalement pouvoir reconstruire les génomes des fondateurs et l'histoire des transmissions spécifiques à la population. C'est presque fini, je pense que je suis en train de manquer de temps. Mais dans ce qui s'en vient, on a déjà beaucoup plus de génomes qu'on avait à l'époque. Par la cohorte Carthagène en particulier, on a maintenant le criblage de 30 000 participants, séquençage génome entier de 2 000 participants, franco-québécois, mais aussi marocains et haïtiens. Ces données-là sont disponibles, vous pouvez les télécharger, faire une demande d'accès, télécharger, on veut que vous les utilisiez. Et on a aussi plus de reconstruction généalogique. Donc, on a plus de données, on va pouvoir raffiner ces modèles-là. Une chose qui m'intéresse en particulier, comme je faisais allusion, c'est de reconstruire les génomes des fondateurs et de tout le monde, en gros, dans la généalogie. Donc, on a déjà fait un article sur ça où l'idée, c'est, on imagine, on a nos individus ici qui portent un allèle qui confère le gros orteil rouge. Et on essaie de retracer avec la généalogie qui était le fondateur qui est venu de France avec cette mutation-là. Et ça, c'est Dominique Nelson qui a fait le plus gros du travail. Avec Calcul Canada et comme 2 ans de travail, on arrivait à reconstruire l'ancêtre le plus plausible et même d'établir une carte de la prévalence de cette mutation-là dans différentes régions du Québec. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, comme on a assez de génomes, on a plus d'individus, on arrive à, on a 40 000 personnes ou 30 000 personnes ici. Si on peut séquencer leur génome, ensuite est-ce qu'on peut, à l'échelle du génome entier, reconstruire le génome au complet de, par exemple, Ozanne Hachon, qui était j'avais oublié son nom tout à l'heure, mais qui était la fondatrice, la personne qui a contribué le plus de génomes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec
Pierre Tremblay. Je sais que c'est un Tremblay, mais je ne me rappelle plus du prénom de M. Tremblay. Pierre, il est là, dans mon titre. Pierre Tremblay et Zanachon, désolé. Oui, donc, est-ce qu'on peut reconstruire leur génome? Mon intuition me dit qu'on va être capable de le faire parce que si on a 30 000 personnes, ces individus-là vont avoir contribué 20 à 30 copies de leur génome distribuées dans ces 30 000 personnes-là. Donc, c'est juste un problème de triangulation dans un graphe de 5 millions de personnes. Donc, c'est un bon projet pour un étudiant au bac, pour un été. Je suis désolé. Mais je pense qu'on fait du progrès et à mon avis, on va y arriver. André a trouvé un très bon truc. Et à mon avis, on n'est pas du tout rendu là, mais peut-être la prochaine fois que je vais venir parler, je vais pouvoir vous présenter les génomes de Pierre Tremblay et d'Ozan Lachon. Mais en gros, l'idée, c'est, comme vous pouvez imaginer, on va retracer les génomes, on va remonter la généalogie, mais en s'assurant de seulement remonter de façon qui est cohérente avec les ancêtres communs que les individus ont. J'ai dépassé mon temps, donc je remets cette slide-là pour les références et mes remerciements et je vais prendre vos questions.